Mes chers compatriotes qui vivaient en Asie du Sud-Est, dans l'ensemble de ces pays qui font partie de l'ASEAN, je voulais vous parler de ma candidature à l'élection législative dans la 11e circonscription, celle des Français qui sont établis hors de France et qui concerne cette immense zone qui va de Saint-Pétersbourg jusqu'à Suva aux îles Fidji, et puis du détroit de Bering et des Aléoutiennes jusqu'au détroit d'Ormuz et à Persépolis en Iran. Vous êtes au cœur de cette zone, la zone de l'ASEAN, qui est une zone que je connais particulièrement bien par mes expériences professionnelles et mon passé, et je voulais m'adresser à vous pour essayer de vous convaincre de voter pour moi pour cette élection législative. Alors pourquoi est-ce que je me présente dans cette zone? Pour toute une série de raisons. La première, c'est parce que c'est une zone qui est chère à mon cœur. Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé d'aller en Asie. Lorsque j'ai pu le faire, lorsque j'étais étudiant, je suis allé parmi les premiers voyages que j'ai effectués étudiant, c'est en Inde et puis également en Thaïlande. Et également dans des pays qui, dans la fin des années 70, lorsque j'étais étudiant à HEC, étaient des pays qui étaient quasiment inconnus des touristes français, comme par exemple Taïwan ou bien la Corée du Sud. Il n'y avait même pas de prospectus de voyage en français, de guide de voyage en français pour ces pays. Y compris aussi d'ailleurs pour l'Asie du Sud-Est, même si le tourisme se développait déjà en Thaïlande. Je suis diplômé d'HEC, ensuite j'ai été élève à l'École nationale d'administration, à l'ENA, j'en suis sorti vice-major et j'ai pris le corps de l'inspection générale des finances. Et au bout de quelques temps, je me suis retrouvé chef du bureau Asie-Océanie au ministère des Finances. C'est-à-dire, ça fait un petit peu rond de cuir de dire chef du bureau, mais ça veut dire que c'était très important, puisque j'étais en charge à la fois de préparer les protocoles d'aide au développement pour les pays en voie de développement du sous-continent indien et aussi de l'Asie du Sud-Est, et puis pour toutes les questions commerciales, notamment dans le cadre des négociations commerciales multilatérales avec le Japon, la Taïwan, la Corée du Sud et même la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc c'est une zone que je connais quand même particulièrement bien, d'autant plus que quelques années après, j'ai été appelé par le ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, dans le gouvernement Chirac, pour être son conseiller pour notamment les questions de l'Asie-Océanie. Et à ce titre, j'ai accompagné, lorsque j'étais à Bercy, j'avais accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, en visite officielle. Quand je dis accompagné, c'était conseiller, etc. J'étais auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur du gouvernement de cohabitation sous Édouard Balladur, qui était M. Gérard Longuet. Et lorsque j'étais auprès de M. de Charette, eh bien, j'ai conseillé, accompagné et participé à tous les entretiens au plus haut niveau de Jacques Chirac et d'Hervé de Charette, notamment dans la zone qui vous concerne, dont je viens de parler, au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie. Il n'y a guère qu'au Laos et au Myanmar, enfin la Birmanie, que nous n'étions pas allés parce que c'était des pays. Le Laos est un petit pays, il était un petit peu en dehors des voyages officiels. Quant au Myanmar, c'était un pays qui était sulfureux, avec lequel on avait des relations qui étaient difficiles, donc il n'y avait pas d'échanges officiels. Ça, c'est la première raison. C'est une raison fondamentale, c'est que c'est une zone qui me passionne et où je pense avoir des connaissances qui sont vraiment sérieuses, forgées par l'expérience, et qui me permettent de vous apporter, si vous m'élisez député, le meilleur de moi-même, c'est-à-dire de savoir de ce dont je parle, et de vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Non seulement un soutien administratif pour intervenir, pour soutenir éventuellement une amélioration des réseaux consulaires, des dotations budgétaires beaucoup plus importantes aux alliances françaises dans la région, mais également faciliter dans les consulats généraux l'octroi de visas, de passeports, les papiers nécessaires pour les échanges culturels et universitaires, mais aussi de favoriser la scolarisation des enfants, s'intéresser aux questions de fiscalité, aux questions des retraites, puisqu'il y a des pays de la zone, je pense en particulier à la Thaïlande, où il y a un certain nombre de Français qui prennent leur retraite dans ce pays béni des dieux. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux sont adhérents à l'UPR. En fait, c'est une zone où nous avons d'ailleurs un certain nombre d'adhérents et où nous avons fait des scores
aux dernières élections européennes qui s'échelonnent entre 3,2 et 7,6 avec une moyenne de 5 à 6% des suffrages, c'est-à-dire 5 fois à 6 fois plus que la moyenne nationale que nous avons obtenue. Alors pourquoi ça ? Parce que je pense que vous êtes dans une région qui est en pleine croissance économique et vous êtes dans une région où on s'intéresse beaucoup à la France et on voit depuis l'Asie du Sud-Est, on voit la France qui dégringole d'année en année. Et puis il y a également beaucoup de personnes qui sont, que ce soit des retraités, que ce soit des instituteurs, des professeurs, des professions, des gens qui travaillent dans les entreprises, eh bien qui vont sur Internet et qui se renseignent sur l'offre politique française et qui se disent que finalement l'offre politique que représente le parti politique que j'ai créé, l'UPR, est une offre intéressante. Si vous le savez, j'ai créé un parti politique il y a 17 ans et demi qui propose que la France se libère de son appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Ce sont des idées qui, il y a 17 ans, faisaient frémir, mais qui, maintenant, à notre époque, eh bien, donnent de plus en plus à réfléchir aux gens qui veulent bien réfléchir et qui ne veulent pas fermer les écoutilles dès qu'on commence à leur parler de ça. Et pourquoi ? Parce que vous êtes dans une région où vous savez bien que la construction européenne n'est imitée nulle part ailleurs dans le monde. Vous savez bien qu'il y a des pays qui, comme la Thaïlande, c'est la taille de la France, la superficie de la France et la taille de la population de la France, en gros. La Thaïlande, la Malaisie, qui a une population moindre. Vous avez des pays comme le Vietnam qui se développent à toute allure. Vous avez des pays qui n'ont pas besoin de fusionner les uns avec les autres et qui même refuseraient évidemment allègrement de fusionner avec les 26 pays alentours. L'ASEAN n'a absolument pas la même vocation fédérale et devenir une espèce d'États-Unis d'Europe que c'est peut-être la construction européenne. Je n'ai pas parlé de Singapour parce que j'ai parlé de Singapour dans une autre vidéo que je vous suggère d'aller voir. Mais Singapour, qui est au centre de cette zone de l'ASEAN, confirme mon propos. Il me revient d'ailleurs quelques anecdotes sur cette zone. Je me rappelle, lors des voyages que j'ai effectués, que ce soit avec Jacques Chirac ou avec Hervé Le Charrette, avoir rencontré en Thaïlande le roi précédent, Bhumibol Adulyadej Ramanov, qui d'ailleurs était francophone et qui était entouré d'une pompe extraordinaire que des habitants, les Français qui vivent en Thaïlande connaissent, savent qu'il y a d'ailleurs un très grand respect pour la monarchie, avec une loi sur le lèse-majesté qui actuellement fait l'objet de contestations d'une partie de la gauche. Je signale d'ailleurs au passage que j'ai été invité à participer à un journal de 20 heures sur une des principales chaînes de télévision thaïlandaises, il y a quelques mois de cela, où l'on me demandait mon avis et sur la démocratie française et aussi sur la scène politique thaïlandaise, notamment sur le retour de Thaksin Shinawatra. Bon, c'était quand même intéressant. Il y a peu, à mon avis, de responsables politiques français que l'on interroge sur une chaîne de télévision aux 20 heures en Thaïlande. En tout cas, je suis plus invité sur ce journal-là qu'au TF1 20h en France, ce qui montre quand même le verrouillage des médias français. Je vous propose de braver justement ce verrouillage. En Malaisie, j'avais accompagné Gérard Longuet, Hervé de Charrette, Jacques Chirac. On avait rencontré au cours de ces différents déplacements l'opposant traditionnel, Anwar Ibrahim, et puis le docteur Mahathir Mohamed. C'est un pays que je connais d'assez près. J'avais rencontré également le sultan de Brunei Darussalam, Hassan al-Bolkiah, qui était venu en métropole et qui avait, ça c'est une anecdote assez croustillante, puisque j'avais une amie qui était journaliste à Match, qui m'avait absolument demandé que j'intercède pour qu'elle puisse être invitée au dîner d'État qui s'était tenu aux Chandelles au Quai d'Orsay, et où le sultan de Brunei était venu. Alors pourquoi elle voulait absolument venir ? Parce qu'il était habillé tout en noir, avec une vareuse qui était noire, mais l'essentiel c'était que l'un des boutons de la vareuse était en fait rempli par un immense diamant, un très gros diamant qui faisait je ne sais plus combien de dizaines de carats. Bon, ça fait partie un petit peu de ce folklore que l'on a autour du sultanat. J'ai eu aussi une expérience beaucoup plus atroce, c'est l'expérience que j'ai eue au Cambodge, puisque lorsque j'étais à Bercy, on m'avait demandé en 1993 de reprendre les protocoles d'aide au développement au Cambodge. Le Cambodge qui a subi un des pires épisodes de l'histoire du XXe siècle avec le génocide Khmer Rouge de 1975 à 1979. Et quand on va à Phnom Penh,
Tout le monde le sait, les Français qui sont expatriés sur place le savent. Il y a notamment ce fameux musée du génocide à Tuol Sleng qui fait froid dans le dos. Il y a quand même peut-être 2 millions de Cambodgiens qui ont péri sous la folie des Khmers rouges. Eh bien, j'étais allé après l'occupation vietnamienne, et puis l'occupation des Vietnamiens s'était réglée avec la Chine aux alentours de 1991. Et à partir de 1992, eh bien, le Cambodge était redevenu à peu près un pays souverain. Et donc on m'avait demandé d'aller renégocier au nom de la République française les protocoles d'aide au développement au Cambodge. Et j'avais été reçu à Phnom Penh au ministère des Finances. Et j'en garde vraiment un souvenir extraordinairement ému. Pourquoi ? J'avais rencontré le directeur du Trésor en personne. En France, le directeur du Trésor est un personnage, un haut fonctionnaire d'État tout à fait considérable. C'est un des plus hauts fonctionnaires de l'État en France. Au Cambodge, c'était un homme entre deux âges, qui devait avoir à peu près 38 ans, qui m'avait reçu en Bermuda et en sandalettes, et qui parlait en anglais, ne parlait pas le français, et m'avait fait visiter les locaux. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que des bureaux métalliques et des armoires métalliques qui avaient été installés par le colonisateur français dans les années 1920-1930. Et tout avait été vidé par la folie Khmer rouge et ensuite avait été laissé en jachère, en ruine, sous la période vietnamienne jusqu'en 1991. Et donc ce pauvre homme m'expliquait qu'il ne savait pas ce qu'il fallait qu'il fasse. Qu'il m'accueillait avec plaisir, bien sûr, parce que j'étais là c'était assez agréable de lui dire que la République française voulait faire des dons. C'est même pas des prêts bonifiés, c'était des dons purs, tellement la situation du Cambodge était épouvantable. Et il y avait vraiment quelque chose de pathétique dans cette rencontre avec ce jeune haut fonctionnaire qui témoignait vraiment d'un destin à nul autre pareil de ce pauvre petit pays martyr. Et puis je suis retourné quelques années après au Cambodge, cette fois-ci avec Hervé de Charette, et là c'est un tout autre souvenir, puisque nous avions été reçus par le roi Sihanouk, qui est un homme qui a eu une carrière extraordinaire. Il a été roi, puis il a été chef d'État, puis il a été chassé du pouvoir par le coup d'État de Lon Nol fomenté par les Américains. Puis il a failli être assassiné, mais il est resté en résidence surveillée pendant la période Khmer Rouge à la demande de Pékin. 14 de ses enfants et de ses petits-enfants ont été assassinés par les Khmer Rouges. Lui s'en est sorti. Et puis ensuite de ça, après le départ des Vietnamiens, il était revenu au Cambodge. Il était devenu pour une deuxième fois roi du Cambodge. Et c'est là que je l'avais rencontré, cet homme qui était assez extraordinaire, un peu fantasque. Il avait été, je crois, dans les années 1930 ou 1940, correspondant du Canard enchaîné d'ailleurs à Phnom Penh. Et j'en garde un souvenir assez inouï. Il parlait un français admirable, bien sûr. Et il nous avait reçus, j'étais avec le ministre, l'ambassadeur de France, le conseiller commercial. Et puis de l'autre côté, il y avait quelques officiels qui étaient de sa cour. Et entre chaque siège, il était au bout de la salle, donc sur un siège plus important, comme une espèce de trône. Et entre chaque siège, il y avait des jeunes filles, des jeunes femmes qui devaient avoir 18 ans, 18-20 ans, et qui étaient un peu habillées comme des apsaras, hein, ceux qui connaissent les statues que l'on va trouver, par exemple, sur les temples d'Angkor, et puis qui, toutes les 5 minutes, toutes les 3 minutes, à chaque fois que le roi avait fini de parler, se levait, s'agenouillait et joignait les mains en disant rien ou en disant Samdek, ça veut dire mon Seigneur. Alors, voilà, c'est un autre monde, un autre univers où la France était extraordinairement présente et où malheureusement la France a perdu et continue de perdre à toute allure son influence. Voilà, je vous raconte cette petite anecdote. J'aurais beaucoup d'autres anecdotes à raconter sur le Vietnam ou sur Singapour. Je voulais vous dire tout ça pour vous dire que je connais les pays dans lesquels vous êtes. Je partage l'amour que vous avez pour ces pays. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de couples mixtes, vous avez un conjoint ou une conjointe qui est peut-être d'origine locale, peut-être pas non plus, vous pouvez aussi être des Français expatriés comme ça, mais vous éprouvez de l'amour pour ces pays, moi aussi. Et il est important, je dirais même il est fondamental que vous ayez comme député quelqu'un qui partage cet amour pour le pays dans lequel vous êtes installé. Voilà. Alors je me présente devant vous pour 2 choses fondamentales. Ce que doit faire un député. C'est quoi un député ? C'est quelqu'un qui est à la fois le représentant
des intérêts de ses électeurs, d'une part, et d'autre part, il est député de la nation, donc il participe à l'élaboration d'une politique nationale, d'autre part. Qu'est-ce que je peux vous apporter en tant que, pour ce qui concerne votre vie quotidienne? Certains peuvent dire, je l'ai vu, j'ai entendu, il y a des candidats qui se présentent, il y en a tel qui va être par exemple à Manille ou à Canton ou à Séoul et qui va dire ah, mais moi je suis dans la zone, j'ai plus de légitimité. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que c'est un mauvais calcul que vous feriez en élisant quelqu'un qui est dans une des zones, dans une des villes de cette zone. Pourquoi? Parce que c'est une zone immense, comme je le disais tout à l'heure. Et quelqu'un qui, par exemple, habiterait à Bombay ne va pas forcément être très opérationnel pour quelqu'un qui habite à Hanoï. Voilà. Un Français qui habiterait à Moscou ne serait pas très opérationnel pour un Français qui habite à Sydney. Alors que moi, ce que je vous dis, c'est que, à la fois, je connais très bien cette zone. Je prends l'engagement, si je suis élu, de m'y rendre régulièrement et de visiter au moins 10 pays par an. C'est-à-dire, quand je dis visiter, c'est pas faire du tourisme. D'ailleurs, j'y suis allé dans la plupart de ces pays, donc je connais assez bien. C'est plutôt pour rencontrer les communautés françaises, les chambres de commerce, les Français expatriés, les clubs, les alliances françaises, les personnels de l'ambassade, les Français qui travaillent dans des entreprises, et puis d'être à leur écoute en leur disant qu'est-ce que je peux faire pour vous. Et ensuite, il vaudra beaucoup mieux pour vous avoir quelqu'un comme moi qui a de l'expérience, non seulement de la zone, mais qui a aussi une expérience des ministères parisiens, de Bercy, dont je suis issu, du ministère des Affaires étrangères, où j'ai travaillé au cabinet, du ministère de l'Intérieur, où je n'ai pas travaillé mais où je connais du monde, et pour vous aider, pour essayer de pousser vos dossiers, pour être actif et présent. Ça, c'est le premier point. Vous pourrez compter sur moi pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un deuxième point, c'est qu'un député, c'est aussi un député de la nation. Et un député de la nation qui doit donc participer à l'élaboration de la réflexion nationale sur la politique à mener et elle doit participer à la démocratie. Et qu'est-ce que je peux apporter à cela? Eh bien, si vous m'élisez, vous aurez le seul député qui proposera au sein de la prochaine Assemblée nationale d'imposer un débat sur l'utilité pour la France de rester ou non dans l'Union européenne. Vous le savez, je suis partisan du Frexit, de sortir de l'Union européenne. Mais vous savez, vous devinez vous aussi que si je suis le seul, je ne pourrais pas l'imposer. En revanche, ce que je pourrais faire, muni de l'écharpe bleu-blanc-rouge que vous aurez bien voulu me confier, eh bien je pourrais être invité sur les plateaux de télévision ou à l'Assemblée nationale ou dans différents cénacles pour essayer d'imposer ce débat qui n'a pas lieu et qui doit avoir lieu. Qui doit avoir lieu parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez que la France est en pleine dégringolade. Vous voyez que la France se précipite vers une espèce d'impasse politique majeure. On le voit à l'occasion de ces élections législatives, puisque le programme du Rassemblement national et d'une partie de LR d'un côté, le programme du Nouveau Front populaire de l'autre côté, sont de toute façon inapplicables dans le cadre des traités européens. Et le drame de la France, c'est que énormément de Français n'ont pas encore compris les relations de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN, et un certain nombre de conséquences concrètes qu'ils déplorent. Par exemple, sur le marché de l'électricité, avec l'électricité qui s'envole justement du fait du marché européen de l'électricité, plus de nos engagements internationaux poussés par l'OTAN et par l'Union européenne qui nous entraînent dans un choc frontal contre la Russie et nous font même pas protester contre l'explosion de Nord Stream qui a été commanditée par les Américains. Voilà. Eh bien, en m'élisant, vous aurez la fierté d'avoir un député dont on parlera. Parce que depuis 17 ans, tout le monde reconnaît, même mes pires adversaires, que ce que je dis, ce sont des analyses de qualité, ce sont des analyses qui méritent explication, développement, contradiction, réflexion. Or, comme elles sont exactes, je suis invisibilisé des grands médias. Vous me permettrez de l'être moins si vous m'élisez député. Et à ce moment-là, vous rendrez service non pas seulement aux 100 000 Français qui sont inscrits dans cette zone, mais aux millions de Français qui sont scandalisés de constater qu'au sein du Parlement français, il n'y a pas une seule voix
qui propose la sortie de l'Union européenne, qui propose la sortie de l'euro, qui propose la sortie de l'OTAN, qui propose d'arrêter de nous mêler de la guerre de l'OTAN contre la Russie, qui propose que la France ait une politique pacifique dans l'ensemble de la zone, y compris d'ailleurs en Asie orientale. La France devrait jouer un rôle, par exemple, de beaucoup plus grande modération sur l'affaire de Taïwan et non pas suivre le narratif américain qui consiste à jeter de l'huile sur le feu entre la Chine et l'île de Taïwan. Je rappelle que selon le droit international positif d'ailleurs, tous les pays qui ont reconnu la République populaire de Chine se sont engagés à ne reconnaître qu'une seule Chine. Donc il faudrait, sur ces questions, respecter notre parole et essayer de militer pour une espèce de statu quo qui convient d'ailleurs aux autorités de Pékin, sauf que depuis un certain nombre d'années, eh bien, les Américains essayent en permanence de jeter de l'huile sur le feu. Alors, voilà ce que je vous propose. Quel est le choix que vous avez? Est-ce que vous allez renouveler le mandat de la députée sortante, Madame Genetet? Je suis allé regarder son mandat parce que j'avoue que je ne la connaissais pas. Je n'en avais jamais entendu parler. D'ailleurs, si vous passez de temps en temps en France métropolitaine, parlez autour de vous de cette personne. Personne n'a jamais entendu parler de votre député. C'est quand même fâcheux. C'est-à-dire que la 11e circonscription des Français établis hors de France n'existe pas, en fait. Quand je compare un député qui a droit à tous les médias, qui s'appelle Meyer Habib, qui est le député des Français dans la zone de la Méditerranée orientale et d'Israël, alors lui, il a pignon sur rue, on l'entend sans arrêt. Enfin, normalement, le député représentant cette zone immense de 49 pays, qui est la zone de plus forte croissance mondiale, qui est la zone où se situent 3 des 5 BRICS, hein, il y a la Russie, la Chine et l'Inde. C'est-à-dire que vous êtes dans la zone de plus forte croissance mondiale, vous êtes là où les choses se passent. Vous n'avez personne, en fait, pour vous représenter. Quand je dis personne, c'est pas tout à fait exact. Vous avez une députée. Mais enfin, son bilan est quand même catastrophique. J'ai eu la curiosité d'aller le regarder sur le site même de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'on y apprend? On y apprend que Mme Genetet, au cours des 59 semaines d'activité depuis sa réélection en 2022, c'est-à-dire depuis environ 1 an et 2 mois, eh bien, elle s'est classée en termes de présence à l'Assemblée nationale. Elle s'est classée au 510e rang sur 577. Elle a fait partie des 70 personnes les moins présentes dans l'hémicycle. Il ne faut pas s'étonner que personne ne la connaisse et ne s'intéresse aux Français qui sont expatriés dans cette zone. Ça n'est pas tout. Au cours des 59 semaines écoulées, elle a proposé 32 amendements. Elle s'est classée 523e sur 577. Là aussi, elle fait partie, en fait, des 50 députés les moins actifs en matière d'amendement. Et on continue. Elle a posé 8 questions écrites en 59 semaines. C'est quand même pas beaucoup. Et ça fait d'elle la 459e sur 577 députés. Et puis, elle a également posé 2 questions orales au gouvernement en 59 semaines. C'est-à-dire une question toutes les 30 semaines. C'est quand même pas beaucoup. Ça fait une question tous les 7 mois et demi. Elle se classe 487e sur 577 députés. Voilà. Bon, ça veut dire qu'en fait, vous avez une députée inexistante. Ben moi, je peux vous dire, vous connaissez peut-être ma même personnalité. Je suis quelqu'un de très actif, je suis quelqu'un qui connaît ses dossiers, je suis quelqu'un qui aura à cœur de défendre vos intérêts au quotidien. Ben, je peux vous dire que ça sera autre chose que l'inactivité de Madame Genetet, qui d'ailleurs s'était fait élire en 2017 en remplacement de Monsieur Mariani. Elle s'était fait élire sur la vague de Macron. En 2022, elle s'est fait élire de façon un peu moins brillante, mais elle s'est quand même fait réélire en 2022, toujours en se montrant avec Macron. Mais cette fois-ci, allez regarder sa profession de foi. Il n'est plus du tout question de Macron. Elle l'a caché, elle a caché son nom. Elle ne parle plus du tout de majorité présidentielle. Elle parle simplement, eh bien maintenant, elle parle de Attal. Ça veut donc dire qu'en fait, on a affaire à quelqu'un dont les convictions politiques sont quand même assez fluctuantes et qui vise surtout son intérêt personnel.
Moi, je ne vise pas mon intérêt personnel dans toute cette affaire. Vous le savez, j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses que de faire de la politique. Si j'avais été quelqu'un à la recherche de l'argent, des honneurs ou du brio, je devais faire le contraire de ce que j'ai fait. Je le fais pour des nobles raisons. Je le fais parce que notre pays est en voie de dégringolade, en voie de destruction même. Et je le fais parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne son bâton de pèlerin et aille expliquer aux Français la réalité de la situation. D'ailleurs, Madame Genetet, lorsqu'elle venait à l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris, elle a fait partie de la Commission de la Défense nationale pour prendre les positions les plus atlantistes, les plus pro-OTAN. Donc, en fait, cette femme est une va-t-en-guerre. Comme d'ailleurs la quasi-totalité des autres candidats qui se présentent à vous, puisque je rappelle, par exemple, que le candidat du Rassemblement national, eh bien, dans sa vie, est un avocat qui a travaillé dans un cabinet américain qui s'appelle Greenberg Traurig, qui est un cabinet qui soutient mordicus le narratif officiel contre la Russie. Je rappelle que M. Bardella s'est aligné sur la position du gouvernement et donc M. Bardella et le Rassemblement national veulent continuer à fournir des armes et des milliards d'euros au régime de Zelensky. S'il en est de même d'ailleurs pour Reconquête, il en est de même d'ailleurs pour M. Glucksmann, il en est de même pour la gauche qui elle-même considère qu'il faut continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Nous, si vous m'élisez, j'aurai un discours différent et je dirais que la France doit agir pour la paix, doit arrêter d'envoyer des milliards d'euros au régime de Zelensky qui a des affinités peu reluisantes avec les collaborationnistes de l'Allemagne hitlérienne, de Bandera notamment. Je renvoie à l'histoire de toute cette affaire. Nous serons pour la paix. Et nous considérons d'ailleurs qu'il y a suffisamment de dépenses à effectuer en France, que ce soit les services publics, les hôpitaux, les routes, les ouvrages d'art qui dégringolent de partout, l'outre-mer français, Mayotte, la Guyane, etc., que nous avons aussi beaucoup d'argent à dépenser à l'étranger, puisque les alliances françaises crient famine. Nous avons fermé, la France a plutôt fermé des consulats. Elle en a ouvert en Chine, mais elle en a fermé dans d'autres zones du monde. Nous devons mettre le paquet sur toute une série de choses, notamment sur les écoles françaises, les lycées français, les alliances françaises, la présence de la France dans cette zone en plus forte croissance. Voilà ce que je vous propose. Alors je vous dis, si vous votez comme vous l'avez fait d'habitude, il ne se passera rien. Si Madame Genetet entame un 3e mandat, il ne se passera rien. Voilà. Il se passera ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire rien. Vous pouvez élire, si vous élisez quelqu'un de la gauche, eh bien, il se passera pas grand-chose non plus, parce qu'il embrayera sur le narratif que l'on connaît. De toute façon, ils seront très très largement représentés, tous ces groupes, que ce soit la gauche, le Nouveau Front Populaire, que ce soit le Rassemblement National. Tout le monde sait, d'après les sondages, qu'ils vont avoir des centaines de députés. Quant à Madame Genetet, elle fait partie de l'ancienne majorité présidentielle, qui quand même, avec les LR maintenus, avec Horizon, etc., eh bien, tirera son épingle du jeu, aura certainement au moins 100 ou 150 députés. Je vous propose donc, eh bien, de vous singulariser. C'est-à-dire que les Français de la 11e circonscription des Français établis hors de France envoient un député qui sera d'un autre niveau, qui ne fera pas de la politique politicienne, qui attirera constamment l'attention de ses collègues députés, des autres parlementaires, des médias, en permanence attirera l'attention sur la nécessité que la France se rapproche de cette zone, noue des relations de confiance bien plus importantes avec les BRICS au sens large, notamment avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine, que la France soit bien plus présente en Asie du Sud-Est. Vive la France, vive l'amitié entre la France et tous ces pays de l'Asie du Sud-Est. Et puis, si vous voulez faire œuvre utile, à la fois pour vous et aussi pour le débat républicain qui doit avoir lieu en France, je vous le demande, le 30 juin prochain, votez Asselineau dans l'urne. Merci beaucoup.